Donc c'est bien une réalité, la température augmente, qu'elle soit à l'échelle mondiale ou à l'échelle France. Donc ça nous concerne tous, ça concerne tous les territoires de manière un peu différente. Et effectivement, la traduction de ce changement climatique, c'est bien les aléas climatiques. Vous savez bien aussi que l'enjeu de demain ou d'aujourd'hui est bien l'eau, que le débit moyen des cours d'eau, dans les années 2070, pourrait être réduit, en tout cas dans le sud, de moins 40 à moins 50%. Donc, de toute l'élévation de la température qui amène un réchauffement global, ceci se traduit par effectivement des aléas climatiques. Et ce qu'on a pu constater, c'est pour illustrer ici la variabilité climatique interannuelle, il y a bien eu une distinction entre 2021 et 2022. En 2021, une année très humide, et 2022, une année très sèche. Ce qui a amené beaucoup d'éleveurs et beaucoup d'agriculteurs à nous dire qu'effectivement, depuis 2 ans, il n'y avait plus vraiment de repères. Nos saisons, on ne les reconnaît plus vraiment, et effectivement, il faut s'adapter à ça, tout en ayant cette incertitude de voir que d'une année sur l'autre, ça ne sera peut-être pas les mêmes choses, peut-être pas les mêmes aléas. Et donc, forcément, ça demande une adaptation. Alors, elle peut paraître un peu complexe, mais effectivement, c'est quand même d'avoir des formes d'action sans regret à intégrer dans les exploitations agricoles, aller peut-être, on le verra un peu plus tard, vers plus d'agroécologie, plus de pratiques agricoles, on va dire durables, qui permettent effectivement de maintenir le petit de production. Donc c'est important et nécessaire de s'interroger sur cet avenir des filières, de la viabilité des pratiques aussi agricoles et des modèles effectivement actuels dans ce contexte de dérèglement climatique. Donc on voit que toutes les filières ne sont peut-être pas au même stade, mais je crois qu'elles sont quand même conscientes des problématiques que peuvent rencontrer les agriculteurs. Et donc c'est quand même essayer d'intégrer ce dérèglement climatique dans une réflexion stratégique et pas forcément tactique en fait, c'est-à-dire de l'intégrer dans le long terme. Comment on pourrait définir ces démarches d'adaptation? C'est bien évidemment d'anticiper à l'échelle de la filière, dans son ensemble, pour s'organiser effectivement et pour organiser la résilience face à ces impacts. Donc on essaye de préparer sa réflexion collective, on essaye de cartographier la filière, et ça c'est un point important parce que ça permet de définir effectivement le périmètre, de décrire les flux de matières et de services qu'on peut retrouver à l'échelle de la localité ou en tout cas du périmètre dans lequel la filière s'intègre, de retenir donc ce périmètre dans la réflexion et d'analyser bien sûr tous les aspects socio-économiques et les grandes tendances qui n'auraient pas ou rien à voir avec le climat. Voilà, pour essayer d'avoir une approche systémique globale. On est capable de dire aujourd'hui que, enfin des climatologues en tout cas, que 2022 pourrait devenir une norme. Donc si 2022 est la norme, qu'est-ce que ce serait des aléas climatiques avec une année comme 2022 en fait. Voilà, donc des choses beaucoup plus extrêmes encore. Voilà. On est obligé d'opérer des transformations et de s'adapter effectivement à un climat qui change et qui change plutôt assez vite. Il y a effectivement un lien entre la qualité, le territoire, le produit, et qu'effectivement on peut être amené à travailler déjà plus en collectif. Donc effectivement, les signes officiels de qualité restent un atout, je crois, pour en tout cas aussi amorcer des transitions, avoir une meilleure valorisation des produits. Et ça, effectivement, on sait que c'est quand même le nerf de la guerre. Donc François, je l'ai connu il y a longtemps de ça, il travaillait à l'époque sur l'engagement syndical et professionnel des agriculteurs. Aujourd'hui, il s'intéresse davantage aux questions du fonctionnement des exploitations agricoles, notamment des grandes exploitations agricoles. Et il va aborder un certain nombre de questions par rapport à la transformation du travail dans les exploitations agricoles, par rapport à l'éclatement de ce fonctionnement familial d'une façon générale, et par rapport au développement de nouvelles formes d'entrepreneuriat de sous-traitance. On va revenir sur cet effacement démographique. On va parler de la hausse des prix, on a parlé de la hausse des températures. Malheureusement, il y a de l'élévation dans les prix, il y a de l'élévation dans les températures, mais pas dans le nombre d'agriculteurs et de chefs d'exploitation. Ils ne sont plus que 398 000 d'après la Mutualité sociale agricole. Jamais il n'y a eu aussi peu de chefs d'exploitation. Donc on est dans les mondes de l'agriculture, dans les mondes de la pêche, confrontés à un effacement démographique sans précédent avec, et on va revenir là-dessus, des répercussions en termes de maintien de la capacité productive. Et ce qui fait défaut à l'agriculture, c'est pas forcément un déficit toujours d'attractivité, c'est l'incapacité qu'ont certaines fermes et structures d'exploitation à attirer de nouvelles générations qui rentrent plus tardivement dans le métier et qui sortent plus précocement. Le défi majeur, c'est celui de la gestion, de l'adéquation entre une offre et une demande de structures productives qui ne correspondent pas toujours
aux ambitions de ces nouveaux entrants. On n'est pas au pied du mur, on est dans le mur. Ce qu'on dit moins, et les statistiques peinent à le montrer, c'est que non seulement on a un nombre de salariés dans les exploitations, du moins embauchés directement par les exploitations, qui est relativement stable, c'est 140 à 150 000 salariés qui interviennent directement, embauchés directement dans les exploitations, mais c'est pas moins de 600 à 700 000 actifs employés par des groupements de producteurs, des groupements d'employeurs, des CUMA intégrales, des entreprises de droit étranger qui interviennent, et notamment dans le secteur viticole ou dans le secteur des fruits et légumes. Donc on voit bien que l'agriculture française est de plus en plus dépendante d'une main-d'œuvre étrangère, d'une main-d'œuvre externalisée, parce que, et ça sera mon deuxième point, non seulement on a un effacement de la population des chefs d'exploitation, mais on a un éclatement des structures d'exploitation, jamais aussi peu nombreux, jamais aussi différents. Parce que, rappelez-vous, hein, les signes officiels de qualité, ils ont été pensés, voulus, pour accompagner aussi la modernisation, la capacité de familles agricoles à mettre en marché. Hein, et la plupart des cahiers des charges ont été pensés pour une organisation qui était jusqu'alors de type familial. Or, quand on sait que ce modèle est non seulement en train de vaciller, mais de s'effacer, il va falloir s'interroger sur la capacité qu'on aura à prendre en charge la production avec d'autres actifs. Il faut s'interroger sur la capacité qu'ont aujourd'hui des formes d'organisation du travail classiques à prendre en charge les défis qu'on a évoqués tout à l'heure, défis du changement climatique et les défis économiques qui sont ceux de la production. Parce que on peut se réveiller un jour avec des filières qui n'auront plus les structures organisationnelles productives capables de porter le projet économique. Puisque, on le sait, on ne parviendra pas de toute façon, et il faut l'admettre, au renouvellement des générations. C'est-à-dire qu'on ne parviendra pas, et il faut en faire son deuil, au renouvellement un pour un. Alors, on sait que dans certaines filières, ça sera possible. Par contre, je pense que le défi, c'est celui du renouvellement des actifs. Donc, il va falloir, à un moment donné, qu'on organise des instruments, qu'on organise des dispositifs qui vont permettre de rendre interopérable l'initiative portée par la CAFCOP, l'initiative portée par l'État et l'initiative portée par la collectivité. Parce qu'on voit bien, on a des porteurs de projets aujourd'hui qui font face à une multitude d'instruments sans savoir finalement quel est l'instrument le plus efficient pour le projet qu'ils ont et qui ont du mal justement à articuler tous les dispositifs qui pourraient permettre de consolider la structure d'exploitation. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'à l'échelle d'un canton, quand il reste aujourd'hui 3 exploitants, vous pouvez être sûr qu'ils vont porter 3 stratégies entrepreneuriales différentes. Des stratégies d'association, des stratégies de délégation ou des stratégies de mutualisation. Sauf que les dispositifs de mutualisation tels qu'on les a imaginés dans les années 50, quand il y avait 2 fois plus d'agriculteurs, vous pensez bien qu'ils ne sont pas aussi efficaces aujourd'hui et qu'il faut repenser les contours du collectif pour que finalement la mutualisation soit possible. À mon avis, à tous ces chantiers, à tous ces défis qu'il faut s'atteler aujourd'hui, ça ouvre de belles perspectives aussi, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des enjeux en matière de montée en compétences, j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a des enjeux en termes d'insertion de nouveaux publics. Il y a des enjeux à considérer et reconsidérer le salariat, et notamment dans le secteur agricole. Il y a des enjeux à faire en sorte que les chefs d'exploitation ne soient plus forcément des pères de famille, mais des chefs d'entreprise, capables aussi d'employer, capables de manager, capables aussi de transformer. Parce que ce qu'attendent aussi les nouvelles générations, c'est aussi des structures d'exploitation dans lesquelles ils vont pouvoir trouver les moyens de travailler. Il y a des tendances lourdes, il y a des signaux faibles. Ces tendances lourdes, je les ai évoquées rapidement, c'est une augmentation aussi du recours à la délégation du travail. Plus 58% des exploitations françaises ont recours à de la délégation partielle ou totale, augmentation sans précédent du recours à des salariés, si tant est qu'on puisse en trouver, et au recours à de nouvelles formes de mutualisation. Ça veut dire qu'un certain nombre d'acteurs économiques qui jusqu'alors n'avaient pas investi sur l'organisation du travail doivent le faire. C'est-à-dire que, tout comme certaines COP ou CAFCOP le font, il va falloir soulager aussi ces nouveaux entrants. C'est-à-dire qu'on voit d'un mauvais œil aussi le recours à la délégation, mais il y a des logiques de recentrage. Un chef d'entreprise, un bon chef d'entreprise dans le secteur industriel notamment, c'est quelqu'un qui est en capacité de déléguer pour des raisons stratégiques certaines tâches. Si on veut une agriculture familiale demain, et c'est ça peut-être aussi
qui peut interpeller, mais qui me paraît source de défi, elle aura besoin d'autres acteurs que de la seule famille pour pouvoir perdurer. Non seulement des salariés, mais aussi des acteurs économiques qui viendront aussi consolider la structure familiale, mais une famille au service de l'économique et pas forcément une famille au service du patrimoine. On a clairement un ralentissement de la croissance. 0,5%, c'est quasiment plus de croissance du tout, mais enfin, c'est pas la déflation. C'est pas la déflation et c'est déjà important de le remarquer. Ça affecte évidemment la consommation des ménages. En 2023, on devrait avoir une année assez mauvaise, surtout si vous tenez compte que il y a la croissance démographique. Hein. La population croît de 0,3% par an. Donc en gros, on va avoir une stabilité, au mieux une stabilité de la consommation par tête en 2023. Donc, en gros, la situation va s'aggraver. Si vous avez aimé 2022, vous allez encore plus aimer 2023. Voilà. Mais ce qui est frappant, c'est qu'en 2022, on a dégringolé. On a dégringolé. Donc le rebond très fort est une des causes de l'inflation, parce qu'on s'est mis à acheter beaucoup de biens, notamment pour équiper le logement, de tout ce qu'on avait besoin par rapport au mode de vie qui avait évolué avec la crise sanitaire, le télétravail par exemple. Donc la consommation de biens a explosé, provoquant des tensions sur les marchés mondiaux, parce qu'il a fallu approvisionner en matières premières, en consommation intermédiaire, etc. Mais là, 2022 est marqué par une vraie chute de la consommation de biens. Vous avez ici le détail en 3 grandes catégories: l'énergie, les biens fabriqués, alors c'est un grand pêle-mêle, hein, les produits manufacturés, et l'alimentaire. Et ce qui est assez surprenant, c'est la baisse de l'alimentaire. Voilà. C'est un phénomène quasiment inédit, en tout cas sur une durée aussi longue, d'avoir une baisse de la consommation alimentaire. Donc on a traversé une année 2022 où on a parlé de crise, hein, où le pouvoir d'achat des ménages n'a baissé que de 0,8%, c'est-à-dire sensiblement moins que ce qu'on avait gagné l'année précédente. Ce qui conduit à relativiser un petit peu l'ampleur du choc qu'on est en train de connaître. Que disent les prévisions pour 2023 ? On devrait être encore en négatif, mais moins qu'en 2022. On a eu une inflation qui n'était pas vraiment une inflation. L'inflation, c'est un phénomène monétaire. C'est quand la monnaie perd de son pouvoir d'achat, quand elle perd de sa valeur. Or, c'est pas ça qu'on a eu au départ. Ce qu'on a eu au départ, c'est une somme de désajustements sur les marchés, où l'offre et la demande n'étaient plus synchronisées. En gros, excès de demande et déficit d'offre. Excès de demande avec donc cette reprise très forte à l'issue de la crise sanitaire, notamment aux États-Unis, où on a distribué des sommes énormes auprès des ménages. Manque de peau, dérèglement des chaînes logistiques, dans le monde agricole, des mauvaises récoltes, etc. Enfin, on a eu une somme de facteurs qui ont convergé dans la même direction sur beaucoup de marchés, notamment les marchés de matières premières, déséquilibre entre l'offre et la demande. Naturellement, ça fait monter les prix. Mais c'est pas de l'inflation, ça. C'est désagréable, mais c'est pas de l'inflation. Et donc, c'est réversible. Une fois que les marchés se rééquilibrent, eh bien, les prix peuvent retomber. Pas forcément au niveau de départ. Donc, le risque que l'on est en train de traverser, c'est ce moment de bascule. Est-ce qu'on n'est pas en train de basculer vers ce qui était une augmentation de prix liée à des déséquilibres, vers une véritable inflation, ce qui imposera à ce moment-là de resserrer les politiques publiques, c'est-à-dire de continuer d'augmenter les taux d'intérêt, et certainement de réduire la dépense publique, c'est-à-dire de refroidir la machine économique. Et là, on pourrait avoir une récession économique. Enfin, globalement, voilà, c'est le message que je veux faire passer, ça va plutôt mieux, et ça devrait aller de mieux en mieux. On avait eu des épisodes de déflation. Les prix avaient baissé dans les grandes surfaces. Les gens n'ont pas remarqué, évidemment, ça on ne remarque pas. Hein. On est très asymétrique dans nos perceptions. Ça avait baissé ici, ça a baissé un petit peu là. Donc on n'était pas du tout habitué à voir les prix monter dans les magasins, si vous voulez. Alors, regardez, on est presque sur une verticale. Presque sur une verticale. Vous savez sans doute, on est sur un rythme aujourd'hui d'à peu près 17%. 17%. Alors que l'inflation globale est à 5,7%. Donc il y a une disproportion, si vous voulez, entre la réalité de l'inflation qui est calculée sur l'ensemble du panier de consommation des ménages, tout compris, 5,7% au mois de mars, et là, la perception qu'on en a, qui est très affectée par les produits du quotidien, les produits auxquels on est confronté tous les jours. Et là, on est sur un rythme de presque 20%. Et c'est ça que les gens vont enregistrer et vont généraliser par un effet de halo. Donc autant dire que ça joue sur le moral. On a rejoint les niveaux qu'on avait obtenus lors de la crise de la zone euro et de la crise financière des subprimes. Donc au niveau le plus bas de morale des ménages. En décalage quand même avec la gravité objective de la situation. Et quand on les interroge les mêmes sur leur confiance dans l'avenir, comment ils anticipent leur situation financière dans les 12 prochains mois, c'est important pour définir ces comportements. Je ne rentre pas dans les détails, regardez où on en est. On est pareil,
au niveau qu'on avait connu pendant la crise subprime et la crise subprime. Donc vraiment, on crève les planchers en termes de manque de confiance de l'avenir et de pessimisme en quelque sorte. Et ça s'ajoute à une situation déjà très déprimée par la crise sanitaire. Donc, la crise financière a affaibli les plus pauvres, et la crise liée à l'inflation, enfin, cette conjoncture inflationniste, qui pèse sur des postes de dépenses contraintes, l'énergie, l'alimentation, pèse particulièrement lourdement sur les ménages les plus pauvres. Donc on a quand même un vrai problème de décrochage dans la pauvreté d'une partie des gens modestes et des classes moyennes inférieures qui sont en train de basculer vers la pauvreté. Et ça, ce sentiment de déclassement, c'est extrêmement mal vécu et ça alimente un climat social délétère. Comment les gens qui ont déclaré des restrictions sur l'alimentaire gèrent ces restrictions? En premier, vous privilégiez la consommation d'aliments peu chers. Riz, pâtes, œufs, viande blanche. 84% des gens ont dit oui. 46% oui beaucoup. Et par rapport à la mesure qu'on avait fait de la même chose en 2022, ça a pris 8 points. Donc en gros, tout le monde descend d'un cran. Vous consommiez la viande rouge, ben, vous allez consommer du poulet. Vous consommez du poulet, vous allez consommer des œufs. Vous consommez des œufs. Je sais pas jusqu'où on peut descendre comme ça. Plus de viande. Plus de viande, exactement, plus de viande. Vous évitez d'acheter des produits alimentaires de grandes marques. 79%, dont 40% beaucoup. Et oui, on sait que les grandes marques perdent des parts de marché actuellement au profit, je l'ai entendu tout à l'heure, des MDD. Et au sein des MDD, des premiers prix. Vous évitez les produits issus d'agriculture biologique car ils sont trop chers. Bon, pas que je fasse un dessin, donc vous êtes au cœur du directeur. Vous fréquentez des magasins dans lesquels les produits... Il n'est pas bon votre vidéoprojecteur. Vous fréquentez des magasins dans lesquels les produits, les prix sont bas, même si ce ne sont pas vos magasins préférés. Qui est en train de gagner des parts de marché? Leclerc, Lidl, Aldi, les moins chers de la distribution. Plus intéressant, vous reniez sur la qualité par rapport aux produits que vous aimeriez pouvoir vous acheter. 72%, dont 26%, oui tout à fait. On a pris 6 points. Ça vous concerne directement. On aimerait bien, mais on ne peut pas. Mais on aimerait bien. Vous achetez des produits premier prix, quitte à ce qu'ils soient de moins bonne qualité. 71%, dont 29 beaucoup, plus 9 points. Vous avez compris ce qui est en train de se passer sur vos marchés. Vous devenez une variable d'ajustement, simplement. Vous traversez de mauvaises passes, mais les fondamentaux sont bons. C'est ça que mais la passe n'est pas bonne, là, ça c'est clair. On demande donc à un échantillon représentatif français, 4000 personnes, de se positionner par rapport à 4 affirmations. Vous êtes très attentif à l'effet de l'alimentation sur votre santé. Vous veillez à ne manger que des choses saines. 15%. Vous êtes assez attentif à l'effet de votre alimentation sur votre santé. Vous veillez à consommer en majorité des aliments sains. 55%. Ça nous fait donc 69% de la population française qui fait très attention à ce qu'il mange, parce que société individualiste et narcissique, ma santé, c'est primordial. Et on a fait le lien entre l'alimentation et la santé. Et ça, on n'est pas prêt à transiger, en tout cas dans le principe, et quand tout va bien, sur la qualité de ce qu'on mange, parce que la santé est hors chose. Et pourquoi on est inquiet? Je le fais bref, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce graphique. Parce qu'on n'a pas confiance. Parce qu'on n'a pas confiance. Vous avez ici le palmarès de la confiance ou de la défiance, comme vous voulez, par rapport aux acteurs qui travaillent sur les marchés alimentaires. Plus on est en haut, plus on a confiance, plus on recueille la confiance des gens, c'est la proportion de gens qui ont confiance. Plus on est en bas, plus vous avez de la défiance. Et en gros, je vous fais bref, en bas, vous avez les gros, en haut, vous avez les petits. Vous avez les petits. Tout en haut, c'est les petits producteurs. Un plébiscite. Il y a 85% de confiance. 85% de confiance. Les artisans de l'alimentaire, les paysans, les agriculteurs, tout ce qui est petit. En bas, vous avez quoi? Les marques d'industrie agroalimentaire, les enseignes de grande distribution. Voilà. Et ça reflète, parce qu'on fait plein d'enquêtes sur la confiance, ça reflète un état de défiance systémique. On n'a plus confiance dans le système. Et donc, évidemment, les premières victimes de la défiance sont les acteurs qui représentent le système. Et dans la consommation alimentaire, c'est les grandes marques et c'est les enseignes de la grande distribution. Les petits, ils sont humains, c'est des humains. On est dans l'horizontalité. Ils sont comme nous, ils sont même victimes du système. Donc, petit message marketing, montrez que vous êtes petits. Comment les Français perçoivent ce qu'est un produit de qualité, un produit alimentaire de qualité?
vous leur posez la question, pour vous, un produit alimentaire de qualité, c'est avant tout un produit qui est bon pour la santé. 58%. Ensuite, vous avez un produit qui a bon goût, agréable à déguster. Vous remarquerez que la santé, ça vient avant le goût. La santé avant le goût. Surtout si je vois que le troisième point, c'est un produit sûr qui ne fait courir aucun risque. En fait, ça nous renvoie de nouveau à la santé. Ici, c'est l'innocuité. Là, c'est le bénéfice santé. Donc, très clairement, un produit de qualité, c'est un produit sain. On retrouve ce que je disais tout à l'heure, qui est bon pour la santé. Si en plus, vous voulez donner du goût, c'est très bien. Mais ce qui veut dire qu'on a, en termes de communication, peut-être même avant le goût, l'innocuité du produit, le bénéfice santé. Donc, on veut de la qualité. On veut de la qualité. Ça traverse toutes les couches de la population, mais, question bête, hein. De manière générale, lorsque vous réalisez des achats de produits alimentaires, vous avez tendance à privilégier la qualité quitte à payer plus cher, ou minimiser le budget, tant pis s'il faut faire des sacrifices sur la qualité. 2016, 59% disent privilégier la qualité, 41% privilégient le prix. Mars 2023, 42% privilégient la qualité, 58% le prix. Donc on est dans la tenaille, hein, si vous voulez. Mais l'aspiration est toujours là. L'aspiration à la qualité est toujours là, on ne peut plus la payer. Donc on a essayé de mesurer la notoriété des labels. Aïe aïe aïe. On n'a pas pris tous les labels, il y en a trop. Hein. On a fait une petite sélection. On a demandé, oui, vous en connaissez la certification. Oui, mais je ne sais pas très bien ce que c'est. Et non, je ne connais pas. Donc qui franchit la barre de 50% où je connais ou je dis connaître, hein. L'agriculture biologique, label rouge, AOC, WWF, et après c'est fini. Après on passe sous le seuil de 50%. Puis alors là c'est très 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 mauvais, là on ne connaît plus du tout. Donc en gros, j'ai entendu, hein, combien de signes de qualité chez vous? 150, quoi. 250. 150 produits, quoi, de ça. Produit. Ah, j'ai eu peur. Produit. Bon, le problème c'est ça, c'est qu'on a besoin d'objectiver la qualité, la signaler, parce qu'on n'est pas confiant dans les acteurs. Encore faut-il que le label inspire confiance lui-même, hein. Mais il y a trop, et les gens ne connaissent pas. Quand on arrive à objectiver une qualité qui compte pour le consommateur, la disposition à payer plus cher se révèle. Donc très souvent, on ne paye pas plus cher, parce qu'on n'est pas sûr qu'en payant plus cher, on va accéder à un produit de qualité. Vous me suivez? On en a fait plein, et pas seulement sur l'alimentaire, hein. On a toujours le même résultat. Alors ça peut être la qualité environnementale, qualité gustative, la qualité de mode de production, enfin peu importe le critère de qualité, mais il faut l'objectif. Donc l'aspiration à consommer des produits de qualité, elle est très forte. Le passage à l'acte n'est pas toujours en rendez-vous, y compris quand la conjoncture est bonne, parce qu'on n'est pas sûr qu'en payant plus cher, on aura un produit de qualité. Donc c'est une invitation à réfléchir, hein, je crois que vous êtes déjà... Comment on fait pour donner des gages avant l'achat que le produit plus cher va apporter le supplément de qualité qui est attendu du consommateur. 51% des répondants disent qu'ils aimeraient avoir plus de produits locaux dans les grandes surfaces. C'est un peu ça qui a cannibalisé le marché du bio, en fait, hein. Donc on veut de l'ancrage. On veut de l'ancrage. Donc on veut de la qualité, ça c'est quelque chose d'objectif, mais aussi on veut de l'ancrage, on veut du petit, on veut quelque chose d'authentique, en réalité. Et alors pourquoi, je vais terminer là-dessus, et vous allez voir que ça c'est pas très positif, par contre. Pourquoi est-ce qu'on veut de l'ancrage? Pourquoi il y a de la pétence pour ce genre de choses? Parce qu'on a peur. Parce qu'on a peur. On a peur, donc on a besoin d'être rassuré. On veut de la rassurance. Donc là, on retrouve l'innocuité, la santé, etc. Des gages que vous êtes soucieux de mon bien-être. Voilà. Vous vous occupez de moi, vous voulez me protéger. Donc tout ce qui protège les gens, tout ce qui porte une promesse de protection et de sécurité, y compris au niveau politique d'ailleurs, hein, ça marche, ça marche. Donc ça, c'est au niveau direct. Quand on est inquiet, on a besoin d'être protégé et rassuré. Mais au niveau plus imaginaire, plus symbolique, bah ça veut dire qu'on a de l'appétence pour deux terrains de jeu marketing. Enfin, autant que ce ne soit pas que du marketing, hein, mais qui sont très importants aujourd'hui à coller à vos produits, au-delà de la réalité objective de ce que sont vos produits. C'est la naturalité et la tradition. La naturalité, ça rejoint l'idée que l'homme souille. On a pris la mauvaise voie, tout ce qu'on fait, ça dégrade. Donc il faut revenir à l'état de nature, c'est l'opposition nature-culture. Les gros mots, hein. On aime bien faire réagir des gens aux mots dans nos enquêtes. Les gros mots du moment, c'est industriel, c'est transformé. Voilà. Donc, regardez cette pub pour un jus de fruits, c'est ça, quoi. Il est sorti comme ça du sol, j'ai pas touché. Vous voyez, moins vous avez touché le produit, plus il suscite de l'adhésion. Voilà.
Donc ça, c'est la naturalité. Ensuite, la tradition. Bah, vous comprenez la tradition. Comme on a peur de l'avenir, on regarde derrière. Et derrière, c'est quoi? Bah, c'est ce que le passé nous a légué. Hein, et le passé ne peut pas se tromper. Donc si vous êtes capable de jouer sur ces registres symboliques, de la naturalité et de la tradition, tout en donnant des gages de qualité sur la réalité objective de vos produits, bah là, vous avez le bouquet gagnant. Élément de conclusion, parce que mon temps est largement écoulé, optimisme modéré pour le court terme, vous l'avez compris. L'inflation devrait commencer à refluer dès le second semestre, on l'espère. Le taux de chômage se maintient plutôt pour l'instant à un niveau bas, et il semblerait que la France soit pas prête à rentrer en récession. Donc, pour l'instant, la situation macro a l'air de tenir, et c'est vrai de la zone euro globalement. Par contre, il y a un risque d'une inflation sous-jacente, pérenne, on l'a vu, parce qu'on a quand même enclenché des boucles. Donc, c'est bête ce que je veux dire, mais il faut faire attention à pas trop augmenter les salaires. Et surtout, il faut surveiller les marges des entreprises, parce qu'il ne faudrait pas qu'elles profitent de ça. Des profiteurs de crise, c'est pas terrible, et ça ne va pas améliorer la confiance à l'égard du système, si vous voulez, ce genre de comportement. Par ailleurs, il y a quand même un système financier qui donne des signes de fébrilité. Jacques Attali nous a prédit une crise financière pour cet été. Donc c'est Jacques Attali. Et enfin, on a quand même un contexte géopolitique pour le moins incertain. Où que vous regardiez, c'est quand même extrêmement angoissant, quoi. La guerre en Ukraine, c'est loin d'être terminé. La Chine avec Taïwan, enfin bref. Donc on n'est pas à l'abri d'une nouvelle catastrophe qui tomberait sur le point de vue avant la fin de l'année. Voilà. Des tendances de long terme qui demeurent porteuses pour vous. Hein. L'appétence donc pour le local, pour l'ancrer dans l'histoire, l'ancrer sur les territoires. Hein. Et ça repose sur des tendances sociétales lourdes que je trouve effrayantes. Hein. C'est cette peur de l'avenir hein, qui génère ça. Mais pour vous, c'est des opportunités qu'il faut évidemment exploiter. Et puis, il va y avoir cette nécessaire transition vers la sobriété. On en a déjà un peu parlé. Hein, et ça va vouloir dire nécessairement dans tous les domaines de la consommation, moins, mais mieux. Moins, mais mieux. Et je pense que vous pouvez incarner ce moins, mais mieux. Voilà. Simplement, il faut survivre à cet épisode conjoncturel difficile. Mais si les économistes ne disent pas trop de bêtises, le plus gros est derrière nous. Et ça devrait aller mieux. Vous avez vu que Leclerc va déjà renégocier les prix. Hein. Voilà. Merci de votre attention.